Réalisatrice du film, avant de l'accueillir sur scène, je voudrais vous rappeler que je vais donc moi-même poser quelques questions à la réalisatrice et qu'à l'issue de ces premières questions, vous aurez vous-même le choix de poser vos propres questions. Alors si c'est le cas, si vous avez envie à ce moment-là de poser vos questions, alors vous devrez donc lever la main et attendre que nous puissions vous localiser, vous donner un micro, vous lever et bien vouloir poser votre question. Les règles étant établies, merci d'accueillir à nouveau à mes côtés Aïch Alberto. Hi. Thank you for staying. Aïch, le film est l'adaptation d'un roman qui porte donc le même titre, qui a été écrit par Benjamin Alire-Sáenz en 2017. Comment est-ce que ce roman est arrivé entre vos mains et qu'est-ce qui vous a poussé à en faire votre second film après Harakiri en 2016? The film is an adaptation of a book, a novel of the same name, written by Benjamin Sáenz in 2012, sorry. 2012, pardon, le livre a été écrit en 2012. How did it come into your hands? And what prompted you to make it your second film after Harakiri? This is actually my first feature film. Harakiri was like an experimental film. But the book came to me from a recommendation from a friend. I read it in one sitting, and it unlocked something in me that's hard to explain. But I thought that it handled Latinos specifically in a way that we've never seen them before. And it handled this subject matter in a way that we haven't seen before. It was a very gentle, sweet lens, and I think the world needs a little hope, so it gave me hope, so I wanted to bring it to the screen. It was a 9-year journey to get here. C'est en réalité mon premier film de fiction, mon premier long métrage de fiction de The Age, parce que le premier film Harakiri était plus une expérience, et donc c'était son premier film, c'est son premier film. Et comment le roman est arrivé entre ses mains, c'est une recommandation en fait, un ami lui en a parlé, et donc elle a eu ce livre entre les mains, elle l'a lu, et quand elle l'a lu, nous dit-elle, elle n'a pas pu s'arrêter, et elle l'a lu en une seule fois, du début à la fin, comme ça en une seule fois. Et lorsqu'elle a lu le livre, elle s'est rendue compte que le livre parlait des latinos, des latino-américains aux États-Unis d'une manière vraiment comme elle ne l'avait jamais lu, elle, auparavant, et également abordé un sujet qu'on avait peut-être déjà vu ici ou là, mais pas de cette manière-là. Donc vraiment beaucoup de choses nouvelles qui l'ont touchée, qui l'ont parfois bouleversée. Elle a dit que c'est un livre qui est gentil, qui est doux, qui apporte de l'espoir. La manière dont ce sujet est traité, eh bien, apporte de l'espoir, et de l'espoir, nous dit-elle, aujourd'hui, on en a besoin. C'est la raison pour laquelle elle a décidé d'en faire un film. Alors, justement, comment s'est passée l'adaptation du livre vers le film, vers un scénario de film? Comment est-ce que vous vous êtes approprié cette histoire? How did you go about adapting the book into a script and then into a movie? How did you make the story your own? That was probably the biggest challenge through the process. I'm a big fan of the book, and I wanted to honor the writer and honor the fans, which I know there's some of you here today, so thank you for coming out. Yeah, it was really difficult because I thought everything that Ben had done was so beautiful, but it is a different medium, so I think I had to, after many, many drafts of the script, realize that I needed to make it my own and infuse my own life experiences and my perspective. But I also think that when people adapt books to screen, they sort of ruin it, and I wanted to make sure that I didn't, so I tried to stay as faithful as possible to the source material, while also finding ways to make it my own. Yes, it must have been something
pretty tricky at times, I guess. There's like 31 drafts of the script. 31. Yes. Pour elle, nous dit-elle, son défi, le plus grand défi qu'elle a eu, c'était effectivement de rendre hommage, de rendre honneur à la personne qui a écrit le livre, donc Benjamin Sáenz, mais également aux fans, parce qu'il faut savoir que le livre en question, qui donc encore une fois porte le même titre, c'est un livre qui a beaucoup marché aux États-Unis, qui a eu beaucoup de succès et qui a une vraie fanbase. Il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment des admirateurs et qui aiment le livre. Et donc par rapport à ces gens-là, il fallait évidemment rester le plus proche possible de l'esprit du livre. Donc rester le plus proche possible de l'esprit du livre, mais garder en tête, comme elle nous dit, que c'est un médium différent. Donc forcément, le traitement, toute l'histoire va être quand même un peu différente. Mais elle nous dit que c'était pas évident, parce que le livre en lui-même, c'est un très très beau livre, avec de très belles scènes, et comme le médium est différent, eh bien, il fallait qu'elle arrive à infuser sa propre expérience, son propre passé, son propre ressenti dans le livre. Et donc voilà, ce n'était pas toujours facile. Elle nous dit assez régulièrement, il nous arrive de voir des films qui sont adaptés également de livres, mais où la personne qui s'est chargée de l'adaptation a un peu tout foutu en l'air en le transformant en un film. Et donc elle a vraiment essayé de ne pas tomber dans ce travers. Comment est-ce que vous avez financé le film? J'imagine que vous avez rencontré pas mal d'obstacles. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette étape? How did you finance the film? What kind of obstacles did you have to overcome? Well, I think that's what took so long to get the movie financed. I don't think Hollywood saw the value in a story about two brown boys that go on a very gentle journey of self-discovery. But I think in the US, we've gone through a social and conscious sort of shift, which made the story undeniable. So it was after a long, long time during COVID that we met a couple of financiers that were willing to give us money. I think the involvement of Eva Longoria and Eugenio Derbez and Lin-Manuel Miranda made it an undeniable, important story to tell. Oui, en fait, ça n'a pas été évident parce que, comme elle nous l'avait dit d'ailleurs quelques minutes auparavant, ce projet a pris 9 ans entre le moment où elle s'est dit qu'elle allait en faire un film et puis, voilà, ce que vous venez de voir. 9 ans, c'est vraiment très long, une décennie. Alors pourquoi aussi longtemps? Parce que, nous dit-elle, il y a 9 ans, donc il y a une décennie déjà, ça paraît tellement court et en même temps tellement long, eh bien à Hollywood, le cinéma hollywoodien, manifestement, ce n'était pas une de ses top priorités de parler de l'histoire de deux garçons qui n'ont pas la couleur blanche, qui sont des personnages qu'on ne retrouvait pas vraiment dans les films hollywoodiens, les films américains de l'époque des grands studios, donc ça ne les intéressait pas à cette époque-là. Et puis aux États-Unis, bon, j'imagine qu'on vous êtes tous au courant, il y a eu ces dernières années une véritable transformation, un retournement sociétal, un retournement dans les consciences, et aujourd'hui on parle plus aisément, en tout cas on a pris conscience là-bas qu'il fallait parler de ces sujets et qu'il fallait également les représenter à l'écran. Donc ça a été évidemment pour elle une chance. Elle nous dit que pendant le Covid, pendant la crise du Covid, elle a réussi à trouver des financiers, des personnes qui ont pu apporter de l'argent, mettre de l'argent sur la table, et puis le fait que des personnes connues du monde latino au cinéma américain, des personnes comme Eva Longoria, des personnes comme Lin-Manuel Miranda et quelques autres, le fait qu'ils se soient eux-mêmes intéressés, investis dans l'histoire, eh bien leur nom a aussi fait bouger les choses et a fait que le financement de ce film a pu être possible. Les deux comédiens principaux, Max Pelayo et Rhys González, ils sont incroyables de naturel, clairement. Comment est-ce que vous les avez trouvés? Comment est-ce que vous les avez choisis? The two lead actors, Max Pelayo and Rhys González, they are incredibly natural. How did you choose them? How did you find them? I feel like if I spend another week in France, I'll learn how to speak French because I understood a lot of what you said. Those are my babies. I love those two boys with all my heart. They gave their... to me, it was very important to find two actors that were the essence of who I thought these characters were, where my job was to create an environment that was safe and nurturing, where they could explore their vulnerability with each other and with me and on camera. So it was undeniable through the casting process of seeing many, many, many actors that it was them too. I knew very early in the process.
that it was them. How many actors have you? I did an open call, so I saw hundreds of young Latino actors. It didn't really matter to me what they looked like or where they were from or how old they were. They just needed to embody who these people were. Aïch nous dit qu'elle aime vraiment ces deux garçons, faire ce film, avoir cette expérience avec eux. Pour elle, ça a vraiment été quelque chose de très important. Et pour elle, c'est vraiment, ce sont ses bébés, au sens le plus large du terme, et ce sera toujours le cas. Elle voulait vraiment trouver deux comédiens qui représentaient au maximum l'essence de ces deux personnages, au plus profond d'eux, justement pour arriver à un naturel aussi évident à l'écran. Et puis alors évidemment après son rôle en tant que réalisatrice ça a été de faire en sorte que ces deux comédiens puissent se sentir le plus en sécurité possible devant la caméra sur le plateau de tournage. Et cette alchimie qu'on voit clairement à l'écran, eh bien cette alchimie existait entre ces deux jeunes garçons. Et puis alors par rapport au casting, donc pour les trouver, en fait elle a fait ce qu'on appelle donc un open call, c'est-à-dire voilà une petite annonce hein, quelque part, c'est comme ça que ça s'appelle, une petite annonce pour rechercher ces deux personnes. Et évidemment ça a été distribué tellement largement qu'elle a vu des centaines et des centaines et des centaines de jeunes garçons pour au final avoir à l'évidence trouvé les deux qu'on vient de voir, donc Max et Riz. Est-ce qu'on peut un peu parler également de la musique qui a une véritable importance dans le film? Le film se déroule dans les années 80, on y entend beaucoup de chansons pop de cette époque, je pense notamment à Small Town Boy, Bronski Beat. Mais ces chansons résonnent différemment aujourd'hui et elles apportent une lumière nouvelle sur l'histoire. Et comment vous avez choisi? Est-ce que vous pouvez nous parler de votre travail avec la compositrice Isabella Summers? Let's talk about the music now. We hear a lot of music from the 80s, because of course the film takes place in the 80s, and a lot of pop songs of that era that resonate differently now, you know, with all the things that we've been experiencing since then. And of course I'm thinking mainly about Bronski Beat's Small Town Boy, but not only. How did you choose the songs and how did you work with the composer Isabella Summers? A lot of the songs that are in the film were in the script, which was a testament to the amazing music supervisor that we had. That I think also all of these artists saw the value in being a part of the story, so I think that had a lot to do with it. But I wanted to make sure that I honored the 80s, but also made something that felt timeless, and I think a lot of those songs still hold up today. Isabella Summers, who's the Machine from Florence and the Machine, was a wonderful and beautiful addition to the process, and her and I worked really hard together to make sure that the music also reflected specifically where Aristotle's emotional journey was during the film, and I think she did an incredible job, and I'm really proud of the music, so thank you for asking about that. Beaucoup des chansons que l'on entend dans le film en fait étaient déjà présentes à l'étape du scénario. Donc c'est vraiment quelque chose qui était presque organique pour elle. Elle voulait vraiment avoir ces musiques-là à ces moments-là du film parce que, nous dit-elle, ces musiques, la majorité d'entre elles, on les connaît, on s'en rappelle. Et bien c'est vrai qu'elles ont une importance parce qu'elles racontent des choses et parce que ce sont des musiques qui ont également fait bouger des choses à cette époque-là et avec ce thème-là. Et puis les artistes, les interprètes, les compositeurs des musiques en question également ont apporté une valeur ajoutée à cette histoire et au ressenti que l'on a en voyant le film. Alors, bien sûr, pour elle, c'était important d'honorer les années 80 parce que quand on a grandi dans les années 80, on a grandi avec ces musiques-là, donc c'était important également de rappeler cette époque, mais pas seulement parce qu'elle nous dit ces musiques-là, bien sûr, elles nous rappellent les années 80, enfin pour ceux qui les ont vécues, elles nous rappellent les années 80, mais elles sont aussi intemporelles, elles parlent, elles continuent de nous parler aujourd'hui, toujours avec la même force pour la majorité d'entre elles. Et elle est également très heureuse, elle nous cite donc également la compositrice du film, Isabella Summers. Alors pour ceux qui connaissent le groupe Florence and the Machine, c'est The Machine, c'est Isabella Summers. Et donc elle a rencontré, elles ont discuté, il y a eu vraiment une belle collaboration. Et la musique que Isabella Summers a composée, donc la musique originale qu'elle a composée pour le film, qu'on entend entre deux morceaux de musique pop, eh bien c'est une musique qui souligne de la meilleure
manière possible l'espèce de cheminement émotionnel des personnages que l'on voit, donc Aristote, Dante et tous ceux qui gravitent autour. Alors Benjamin Sáenz, l'auteur du livre, il a écrit une suite à son livre en 2021, il n'y a pas très longtemps. Aristote et Dante, Aristotle and Dante dive into the waters of the world. Aristote et Dante plongent au travers des eaux du monde entier. Voilà, magnifique traduction de ma part. Est-ce que vous... Un peu de... Merci. Envisagez-vous de l'adapter également au cinéma? Benjamin Sáenz also wrote a sequel to his book, which was released in 2021. Are you considering adapting it also for the big screen? I would love to. I think the movie comes out in the US next week on Friday, so if people go to the theaters, I think it'll be more realistic to have a second movie. But right now, there's no concrete plan to adapt it. But I would love to. These boys will always be with me no matter what, so yeah. There's also a third book coming out. I don't know if I'm allowed to say that, but there is. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, tout de suite, l'idée de faire une suite au film, c'est pas exactement sa priorité, parce que le film que vous venez de voir, il sort aux États-Unis la semaine prochaine, vendredi. Donc bonne chance, good luck, by the way, for the US release. Voilà, donc il sort vendredi. Donc là, tout de suite, évidemment, comme on peut l'imaginer assez facilement, elle a d'autres choses en tête, mais elle aimerait beaucoup adapter la suite au cinéma, parce que, comme elle l'a dit il y a quelques instants, ces deux personnages, Aristote et Dante, maintenant pour elle c'est vraiment comme ces petits bébés. Donc elle aimerait bien continuer à les voir évoluer sur grand écran. Mais encore une fois, même si elle a des envies, elle a des idées, etc., pour l'instant, c'est pas la priorité. Donc on verra ça un petit peu plus tard. Y a-t-il des questions dans la salle? S'il y en a, c'est le moment de lever la main. Après ce sera trop tard. There has to be someone with a question. Ici, monsieur, troisième rang. Ouais, bonjour et bravo pour le film. J'ai une question toute simple. D'abord, est-ce que la réalisatrice a des racines mexicaines? Et puis, je crois qu'elle est écrivaine aussi. Et est-ce qu'elle compte adapter un de ses livres? First of all, hello, and congratulations on the film. And this gentleman has two questions for you. The first of all, do you have Mexican roots yourself? And maybe you can talk to us about where you come from. And also, this gentleman seems to think that you are also a writer. And if that's the case, are you actually considering adapting one of your texts, books, novels in the future? I am a writer. I wrote the movie. So I adapted it from the script. Yes, I've been working on my own projects. I've never written a novel, but I've written for television and have plans on writing more movies as well. I am not Mexican, but I am Cuban. I'm born and raised in Miami. And I think that there's a difference in cultures when it comes to the Latino community, but I really wanted to focus on what unites us, and that's love, which is, I think, universal across the board. So, yeah. Alors tout d'abord, en ce qui concerne l'écriture, elle n'a pas vraiment écrit de livre, mais elle écrit beaucoup, et elle est d'ailleurs en train de travailler à l'adaptation d'un de ses scripts, pas pour le cinéma, mais pour la télévision. Donc oui, l'écriture fait partie effectivement de ce qu'elle fait. Et puis en ce qui concerne ses origines, non, en fait, elle n'est pas mexicaine, elle a des origines cubaines. Elle est née à Miami, elle a grandi à Miami, mais c'est vrai que ce qui l'intéresse, c'est justement pas forcément les différences entre les cultures, mais plutôt au contraire trouver les points communs entre les différentes cultures, trouver qu'est-ce qui nous unit les uns aux autres. C'est ça qui est son moteur créatif. Y a-t-il une autre question dans la salle? Ici, troisième rang. Hi, hello. Hi. Thank you very much for, first of all, congratulations. And thank you very much for the queer representation. And I wanted to ask you a really pretty simple question. Do you feel linked to any of the characters you created? And if so, which one? For my part, it was
Tia. I felt like a really, I don't know, heartwarming connection to her. So yeah, I wanted to ask you if you had the same thing. Yes. Do you want to translate the question first? Yes, they're all little bits and pieces of me and parts of people that I care about and that I love, and I really wanted to honor the nuance of what that is. I thought I was a Dante, but I'm really an Aristotle, especially in my personal life and in my own personal journey of arriving in this moment. It took me a really long time to face my truth. I didn't realize that while making the movie and adapting it. But when I see the movie, I'm like, oh, I've always been an Aristotle, so I think he's the most I'm linked to. But they're all such a part of me, and I love every single one of them. La question portait sur les personnages du film. Madame demandait si elle se sentait, elle, particulièrement reliée, enfin, j'allais dire connectée, mais c'est américain, reliée, enfin liée personnellement à un niveau personnel à un ou deux ou trois des personnages du film, si elle avait projeté beaucoup d'elle-même dans un personnage du film. Et en fait, elle nous dit que tous les personnages du livre et donc du film, en fait, mais surtout du film maintenant, eh bien, tous représentent une petite partie de ce qu'elle est aujourd'hui, de ce qu'elle est elle-même. Elle se retrouve dans tous les personnages. Et pendant qu'elle était en train de lire le livre, de faire le scénario, de faire le film, elle pensait que le personnage du film qui la représentait le plus, c'était Dante. Et finalement, ce qui était très intéressant, c'est qu'en faisant le film, et surtout après, à la fin, lorsqu'elle a vu le film terminé pour la première fois, de bout en bout, là où elle pensait encore une fois qu'elle était proche de Dante du fait que ça lui a pris beaucoup de temps pour pouvoir arriver à se représenter, se projeter de la manière dont elle ressentait qu'elle était elle vraiment, pour arriver à sa propre vérité, et bien là tout à coup en voyant le film, elle s'est rendue compte qu'en fait elle est plutôt Aristote. Si vraiment il fallait qu'elle choisisse, ce serait plutôt Aristote. Mais encore une fois, chaque personnage du film représente une petite partie de ce qu'elle est aujourd'hui. Y a-t-il une autre question dans la salle? Ah, monsieur, ici. 9e rang, 10e rang, enfin bref, là-haut. Bonjour, merci déjà pour ce très beau film. Moi j'ai beaucoup aimé votre film, j'ai été très ému. Alors, avant que le film bascule un peu dans le drame, avec ce qui arrive à Dante, moi votre film m'a beaucoup fait penser à un réalisateur que j'ai beaucoup aimé dans les années 80, et j'ai trouvé vraiment beaucoup de points communs. C'est-à-dire que les personnages principaux sont des adolescents, autour d'eux les parents sont bienveillants, la musique a une grande importance dans le film et dans le traitement du scénario, et tout ça m'a fait penser à celui qui a su vraiment décrire les adolescents des années 80, John Hughes. Alors est-ce que c'est quelqu'un dont vous appréciez le cinéma, ou finalement c'est moi qui finalement ai trouvé toutes ces ressemblances, parce que j'étais très très fan de John Hughes. Voilà, merci. Et encore une fois, merci pour le film. Thank you. C'est pas que vous. Hein. Alors, so first of all, hello, and thank you, and congratulations on your film. This gentleman says it moved him very much. So Did you cry though? And there is one question I would like to ask you. Before the film turns into a more dramatic, more dark turn, takes a dark turn with Dante's, tragic outcome. The film made this gentleman think of a director from the 80s, a director who's famous for portraying teenagers in a very subtle and gentle way, famous for showing, kind parents, maybe sometimes not, a little bit misunderstanding, but kind, and also famous for his use of the music. Of course, you understood that we are talking about John Hughes, so maybe you can explain us if that is also a reference that you had in mind or not. It was very unintentional. I get that a lot. And it's the biggest compliment I think John Hughes captured
the teenage experience in such a beautiful way. So thank you for that compliment. But no, it wasn't an intention. My inspiration through movies that I referenced were Stand By Me by Rob Reiner, Terrence Malick's Badland, and Sofia Coppola's The Virgin Suicides were the ones that I kept revisiting. But I guess like subconsciously John Hughes was always there because I grew up on John Hughes. And what do you actually think about John Hughes? I think he's incredible. I love his movies. So I think they're a staple of, they're iconic to the American teenage experience, so yeah. So it's coincidental, but it's a happy... I guess it's subconscious, but Maybe, it's a very yeah, big probably, compliment. yeah, Yes, I guess. absolutely. En fait, elle nous dit que, alors on lui dit souvent ça, à vrai dire, ça revient régulièrement dans les Q&A, dans les discussions qu'elle a à propos du film, mais c'est complètement, c'est pas intentionnel. Alors c'est peut-être subconscient, mais c'est pas intentionnel. Les références qu'elle pourrait vous citer à propos de son film, c'est par exemple Stand By Me de Rob Reiner, d'après Stephen King, c'est par exemple The Virgin Suicides de Sofia Coppola, c'est ce genre de film, donc un tout petit peu plus récent, quoique Stand By Me est déjà assez ancien, mais c'est plutôt ça. Mais encore une fois, comme on en a très rapidement parlé, elle et moi, c'est vrai que John Hughes, maintenant à chaque fois qu'on lui en parle, elle se dit « Ah oui, effectivement », donc quelque part, peut-être que c'était là, peut-être que voilà, mais c'était pas conscient. Nous allons prendre une dernière question. Donc si vous avez encore une question, monsieur ici. Hello, thank you for your film. It was a very touching story to start the day with. I was wondering about, you said this film was a 9-year journey, and I was wondering how is it possible to stick with your passion and ideas for 9 years, and to end up with a movie 9 years after the moment you wanted to do it in the first time? Thank you. Thank you for the question. I ask myself that constantly. There was many times where I wanted to give up, but I think it kept nagging at me, and I just think there's such a void of these kind of stories that it resonated. It was undeniable that it had to be told, and if it wasn't me, I don't think it would have ever been told. So it was 7 years to set and 9 years today, and it's still worth my time and my effort and my while, and it's my proudest sort of moment that I've gotten to experience, so no regrets. I think it's well worth it, and the reception that we're having also makes it worth it. Yeah, I think it's important to tell stories like this in a way that we've never seen before. So that was what was motivating me. But like, I've been doing a lot of press in the US for the movie, and I'm like, I still enjoy talking about this, and I don't know how. Alors oui, pardon, il faut que je traduise la question. Merci pour cette histoire, donc cette histoire très émouvante que vous nous avez offert aujourd'hui. Vous avez dit tout à l'heure que le film, et la fabrication du film entre le premier moment et le film terminé, c'est 9 ans, donc une décennie, c'est vraiment très long. Et comment est-ce qu'on arrive à garder cet enthousiasme, cette envie, cette volonté de faire le film pendant toutes ces années? Comment c'est possible? Et H nous dit qu'en fait, c'est une question qu'elle se pose elle-même régulièrement, en tout cas qu'elle s'est posée régulièrement, mais pendant toutes ces années, eh bien, le sujet, même si parfois elle a pu penser, bon allez je vais laisser tomber, je vais faire autre chose, eh ben, ça revenait toujours la titiller, l'ennuyer, comme ça la gratter dans un coin, parce que vraiment il fallait qu'elle le fasse, c'était vraiment, c'était son but, voilà. Et parce que cette histoire, nous dit-elle, il fallait qu'elle soit portée à l'écran, il fallait qu'elle soit racontée à l'écran, qui, comme tout le monde le sait, malheureusement peut-être, le cinéma, enfin malheureusement non, mais le cinéma est un médium qui parfois parle à beaucoup plus de gens qu'un livre. Je ne parle pas uniquement des États-Unis. Donc il fallait que ce soit raconté de manière visuelle, de cette manière-là, et il fallait que ce soit elle. Elle sentait que c'était vraiment, j'allais dire sa mission, c'est peut-être un peu christique, mais en tout cas son but. C'est ça qu'elle voulait faire. Et alors ça lui a pris 9 ans, bien sûr, mais en même temps c'est aussi sa fierté, c'est aussi son opiniâtreté qui était mise à l'épreuve. Et elle voulait se prouver également à elle-même qu'elle pouvait et qu'elle devait aller au bout de ça. Alors, est-ce qu'elle a des regrets? Non, elle n'en a pas, parce que le résultat, encore une fois, qu'on vient de voir, valait vraiment la peine de tout
peut-être pas ce combat, mais en tout cas ce chemin qu'elle a fait, et le fait de pouvoir le montrer et d'en discuter comme on est en train de le faire tout de suite, eh bien ça aussi, ça fait partie de la récompense finalement de ces 9 années d'opiniâtreté. Et c'est aussi sa motivation. C'est voilà, tout simplement le fait que, vous voyez, 10 ans après, elle a encore envie, elle a encore du plaisir à parler de ce film, à expliquer tout ça avec vous aujourd'hui, avec d'autres personnes demain. Donc voilà. Mesdames et messieurs, cette conversation est terminée. The conversation is now over.